Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce mardi 8 novembre 2016. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Novembre, décrété mois sans tabac par le ministère de la Santé. En Guadeloupe, l'opération est loin de faire un tabac. Nous verrons que les méthodes pour arrêter de s'enfumer ne manquent pas. Pendant 4 jours, le festival de la bande dessinée, du manga et du livre jeunesse va s'écrire à Bémao. Si la BD est synonyme de divertissement, elle est aussi source de réflexion. Pour finir en beauté, nous irons dans les coulisses de Miss India Guadeloupe. Les candidates répètent leur gamme pour un concours qui rompt avec les standards habituels. Le journal Roni Nabal. Et si vous arrêtiez de fumer durant ce mois de novembre, c'est le défi collectif auquel une campagne lancée par Tabac Info Service invite les fumeurs de France. Une campagne nationale accompagnée de la mise à disposition d'un kit pour s'y préparer. Mais avant de développer cette information, sachez que notre invité ce soir sera Raphaël Cessé du journal Rebelle. Avec lui, nous parlerons des combats de ce mouvement de jeunes et singulièrement de l'affaire Marvin, du nom de ce jeune lycéen accusé d'apologie du terrorisme. Campagne donc pour vous inciter à ne plus fumer et un kit s'est mis à disposition pour s'y préparer. Mais à 8000 km de distance de l'Hexagone, des kits, on n'en trouve guère et les pharmaciens censés les distribuer sont dans le brouillard quant à l'heure quand on leur en parle. Qu'importe, le défi vous est lancé et si vous le souhaitez finir avec la cigarette, pourquoi pas ne pas profiter de ce mois. Passer au vapoteur, tester les patchs ou opter pour des méthodes alternatives permettant de lutter contre l'accoutumance à la nicotine. Les solutions sont nombreuses, mais c'est avant tout la volonté qui prime si l'on veut cesser de fumer. Voyez ce reportage signé Muriel Barlagne. Arrêter de fumer pendant tout un mois, c'est le défi lancé par le ministère de la Santé, l'Assurance Maladie et Santé publique France. Le mois de novembre a été choisi pour lancer cette opération nationale de santé publique. Un essai collectif, l'idée vient de la Grande-Bretagne avec sa campagne Stoptober. Il a été démontré que 30 jours de sevrage, c'est 5 fois plus de chances de rester non-fumeur. Sur le papier, l'idée semble séduisante, mais laisser tomber ses habitudes n'est pas si simple. Gladys fume depuis plus de 20 ans et n'a pas encore trouvé la motivation pour se joindre au mouvement. Je pense que si on n'a pas envie de faire quelque chose, qu'on le fait à contre-cœur, on n'y arrive pas. Et un mois, c'est quand même un minimum de 30 jours. Donc c'est pas évident de tenir 30 jours si on n'a pas envie d'arrêter de fumer à ce moment-là, c'est pas évident. Pour se mettre sur les rails, un kit peut être commandé en ligne sur le site Tabac Info Service ou récupéré gratuitement dans les pharmacies. Cet ensemble de supports documentaires a été pensé pour aider le volontaire à se préparer et l'accompagner dans sa démarche, ce qui ne le dispense pas de consulter un spécialiste. C'est un kit qui est assez intéressant parce que ça reprend un peu les éléments que nous présentons un petit peu, nous, dans nos consultations de tabacologie, avec le journal de bord, avec les questionnaires, comme ça, les 2 questions pour dire si on est dépendant ou pas, avec quelques conseils sur l'alimentation. C'est des choses qu'on fait de façon très répétée dans nos consultations, donc c'est bien, pourquoi pas. Surtout qu'il y a des personnes qui, parfois, ne viennent pas non plus en consultation. Donc c'est vraiment une idée, ça leur donne une idée un petit peu d'une manière de faire pour avoir le moins de conséquences possibles dans leur sevrage. Arrêter la cigarette est une affaire de volonté et de méthode. Médicaments, acupuncture, patch, à chacun sa solution. L'une d'entre elles prend son essor petit à petit dans le département, la cigarette électronique. Elle permet de diminuer progressivement sa consommation de nicotine. Ça commence à faire, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ont arrêté de fumer, qui sont passés à la vape. Ou certains ont diminué le nombre de cigarettes par jour, certains ont rechuté dans le tabac. En effet, c'est pas évident pour tout le monde. Et beaucoup reviennent nous voir aussi pour reprendre la vape en voyant un petit peu les dégâts sur leurs poumons et leur santé avec le tabac. C'est vrai que c'est moins nocif, mais pour l'instant, la cigarette électronique n'est pas un traitement, je parle bien de traitement du sevrage tabagique. Alors ceux qui l'utilisent, pourquoi pas. Si on l'utilise à bon escient pour diminuer
et pour arrêter sa cigarette et arrêter sa consommation de tabac, oui, mais pas pour se mettre dans une utilisation quotidienne de cigarettes électroniques à vie. Parce que le risque aussi maintenant, c'est qu'on soit plus dépendant d'une cigarette et qu'on ait besoin à vie d'une cigarette électronique. L'idée, c'est de se défaire de toute forme de dépendance et de toute forme de comportement tel que la cigarette électronique. Selon le baromètre Santé d'Homme 2014, 16% des Guadeloupéens déclarent être fumeurs. Le tabac serait plus addictogène que l'alcool et le cannabis. En France, il est responsable de 78 000 décès chaque année. Santé toujours, Marie-France Tyrolien, la présidente de Guadeloupe Espoir Drépanocytose, était l'invitée de notre journal d'hier soir. Avec elle, nous avons parlé des premières assises internationales de drépanocytose en Guadeloupe. Elle est notamment revenue sur l'ampleur de cette maladie invalidante et sur les avancées en matière de traitement. Je vous propose de l'écouter. On n'est pas les seuls touchés. C'est une maladie grave qui est en train qui est d'ailleurs la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Certains nous disent que c'est une maladie rare. Ce n'est pas du tout une maladie rare. De nombreuses personnes sont porteurs du trait AS. Et on est en train de se multiplier dans le monde. Et on se dit que si on ne fait pas attention, dans quelques années, on va être envahi par des personnes atteintes par la drépanocytose. Alors, vous parlez d'assises internationales. Quels seront les intervenants qui se déplacent pour ces assises? Alors, ce sont des médecins et des chercheurs. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, des médecins et des chercheurs qui travaillent énormément sur la drépanocytose. Il y aura bien sûr nos médecins de la Guadeloupe qui vont aussi être présentés les travaux de la Guadeloupe. Il y aura les médecins qui vont présenter les travaux de l'Afrique, du Canada, du Suriname, de la Martinique, de la Guyane, des États-Unis. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on va se rendre compte qu'on a pratiquement tous les mêmes difficultés. Là où j'ai envie quand même d'emporter un point positif, c'est qu'on va parler de quelque chose de très intéressant, ce qu'on appelle la greffe haplo-identique. C'est vraiment tout nouveau. Il y a peu de gens qui en ont bénéficié, mais c'est quand même en train de devenir, c'est quand même en train de prendre des proportions. C'est-à-dire qu'une greffe qui pourrait être faite à partir d'un des parents qui est sain, qui est porteur, mais qui n'est pas malade, si vous voulez. Et ça, c'est quand même une très, très grande nouveauté, parce qu'avant, quand vous n'aviez pas de frères et sœurs compatibles, vous ne pouviez pas être greffé. Et malheureusement, vous étiez amené à vivre toute votre vie malade. Mais là, c'est une très grande nouveauté. Et ça va être le vendredi matin et vendredi après-midi. Des chercheurs, des greffeurs vont venir parler de cette nouvelle greffe. Alors, ils vont parler bien sûr de la greffe de cordon, la greffe géno-identique, c'est-à-dire qu'on vous donne les mêmes gènes que les vôtres, mais la greffe haplo-identique, on vous donne une partie des gènes identiques. Et ça, c'est la grande nouveauté. Les premières assises internationales de la drépanocytose en Guadeloupe débutent demain matin au Memorial Act à Pointe-à-Pitre. À l'issue du dépouillement des votes pour le renouvellement général des membres de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, c'est la liste Ensemble pour l'entreprise des îles de Guadeloupe qui a remporté l'ensemble des postes à pourvoir. Soutenue par la présidente sortante Colette Coury, cette liste était présentée par les organisations réunies au sein de Guadeloupe économique, à l'exception de la FTPE, la Fédération des très petites entreprises. Les résultats communiqués par la préfecture ne seront définitifs qu'après validation par le ministère de l'économie et des finances. Sans transition, nous recevons l'invité du journal ce soir. Il s'agit de Raphaël Cessé du journal Rebelle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler de cette affaire Marvin, du nom de ce jeune lycéen de 16 ans accusé d'apologie du terrorisme. Rappelez-nous les faits. Les faits, ça part, on arrive à une histoire, on pourrait qualifier une histoire de fou, où on a un jeune qui est dans un débat suite aux attentats de Paris en novembre dernier. Et dans ce débat, organisé par sa prof de français au lycée Faustin Fleuret, il ne souhaite pas participer au débat. La professeure a insisté plusieurs fois. Et donc, au bout d'un moment, il s'est senti agacé et il a juste balancé à la professeure qu'il était pour le djihad. Et plutôt que d'expliquer aux jeunes c'était quoi
le djihad, d'où ça venait, quelles sont les conséquences, etc. La professeure est allé directement voir le proviseur, qui lui-même a fait un dossier qui est monté au rectorat, puis est passé à la gendarmerie, et on se retrouve dans un engrenage de répression où ce jeune, ne sachant même pas ce qu'était le djihadisme, on l'a rencontré plusieurs fois, se retrouve 35 heures en garde à vue, sa maison fouillée, plusieurs fois convoqué au tribunal, et depuis 1 an ça dure, alors qu'il est en première, alors qu'il n'a jamais eu aucun souci à l'école, il est même délégué de sa classe, et on le fait passer pour un djihadiste. On trouve ça complètement inadmissible, d'autant plus que ce jeune, il a des examens à passer. Il était en première l'an passé, cette année il est en terminale. Et là, il est à nouveau convoqué au tribunal de Pointe-à-Pitre demain à 9h. On en parlera dans un instant. Les propos tenus donc par ce jeune, pour vous, c'est une simple erreur, comme l'a dit son avocat? C'est une bêtise, lui-même reconnaît, parce que nous on a réalisé un débat sur justement le djihadisme et d'où ça vient et la barbarie de ces djihadistes dans les pays du Moyen-Orient. Et effectivement, il nous a dit qu'il ne savait pas du tout ce qu'était le djihadisme. Et d'ailleurs, durant l'enquête même des gendarmes, ils ont rien trouvé parce que Marvin n'est pas un djihadiste et Marvin n'a aucun lien avec aucune organisation djihadiste. Et sauf que on voit que les enseignants et notamment le professeur et la professeure et le proviseur, plutôt qu'être des éducateurs, c'est ça leur rôle et leur métier, ils se sont transformés en agents de répression et donc ce jeune se retrouve pris dans un engrenage où nous militons et nous mobilisons, nous appelons la population à faire en sorte que ça cesse, qu'ils arrêtent les poursuites contre ce jeune. Alors vous le disiez, le jeune homme a passé plusieurs heures en garde à vue, le domicile de ses parents a été perquisitionné. Comment Marvin et sa famille ont vécu ces moments-là? C'est des moments difficiles, surtout pour un jeune qui n'a jamais eu affaire à ni la police ni à la justice. C'est difficile aussi pour les parents qui sont stigmatisés. Il faut savoir que le même proviseur qui a monté ce dossier, je vais le nommer, M. Erosi, a fait passer vraiment ce jeune. Il a organisé des réunions avec les autres parents d'élèves pour dire faites attention à ce jeune, c'est un terroriste, il est dans mon établissement, etc. Donc forcément, il y a une campagne d'harcèlement envers ce jeune. Et il est assez fort, Marvin, mais c'est des moments difficiles que lui et sa famille ont vécu. Les choses se sont apaisées depuis ? Les choses ne se sont pas apaisées puisque l'affaire est toujours en cours. Les choses seraient apaisées si les poursuites au sein de l'établissement en tout cas, au sein de... Mais au sein de l'établissement, le professeur il est toujours là. D'ailleurs, il faudrait qu'elle rende des comptes puisque c'est elle qui est à l'origine de tout cet engrenage répressif. Donc Marvin, il est encore une fois inquiété par la justice et donc les choses ne vont s'apaiser que quand ils vont arrêter ces poursuites contre lui. Alors justement, l'affaire est de nouveau convoquée devant le tribunal. Ce sera cette fois à Pointe-à-Pitre. Vous y serez ? Oui, nous y serons à 9h demain au tribunal de Pointe-à-Pitre. Et donc nous appelons à la fois la population, mais aussi les organisations, toutes les organisations. Il y a plusieurs organisations qui avaient soutenu Marvin lors de sa première convocation en février. Nous appelons tout le monde à venir justement devant le tribunal pour montrer cette solidarité envers Marvin, qui est victime d'un engrenage sur des motifs, un engrenage répressif basé sur des faits complètement imaginaires. Et nous dénonçons l'attitude des autorités, et notamment des autorités de l'école, qui ont tout fait pour que justement ce débat serve plus de repérage à celui qui, entre guillemets, ne dirait pas la pensée officielle, et donc qui mettent ce jeune en difficulté avec les autorités, avec la justice. Alors le journal Rebelle soutient ce jeune. Qui sont les autres soutiens ? Alors, il y a Combat Orgueil qui soutient. Nous avons d'autres organisations qui l'avaient soutenu et qui sûrement seront là demain. Le CIPN, FKNG, l'UGTG, la CGTG et bien d'autres, la Ligue des droits de l'homme aussi. Bien d'autres qui soutiennent ce jeune face à cette injustice et face à cette histoire de fou qui doit s'arrêter demain. Affaire donc convoquée de nouveau demain devant le tribunal de Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce que vous attendez de cette audience ? Nous exigeons l'arrêt des poursuites contre ce jeune. C'est inadmissible qu'un jeune se retrouve pris dans cet engrenage, il est encore lycéen, qu'on ne trouve rien
sinon, si on avait trouvé vraiment quelque chose à lui reprocher, bon, ça fait longtemps qu'il serait pas en liberté. Et qu'on continue cet acharnement à le convoquer. Et en fait, derrière ça, pour nous, il s'agit effectivement, pour les autorités, de montrer que les jeunes qui ne pensent pas, qui ne disent pas la pensée officielle, ben, il faut les mettre au pas. Et donc, il s'agit d'une intimidation envers les jeunes qui ne pensent pas, qui ne disent pas vraiment la pensée officielle commune et tout. C'est pour ça que nous le soutenons. C'est donc demain mercredi au tribunal de Pointe-à-Pitre avec donc le soutien du Journal Rebelle et d'autres organisations. Le Journal Rebelle qui s'est mobilisé pour d'autres choses, notamment contre la loi El Khomri. Vous avez pas mal de combats que vous menez. Il y en a d'autres en perspective? Là, en ce moment, nous menons une campagne sur les 10 000 emplois. C'est-à-dire que nous exigeons, depuis l'affaire du jeune Johan, par rapport à la violence, les faits sont là. La violence, vous pouvez regarder dans tous les pays, la violence est corrélée avec le taux de chômage dans tous les pays. Et donc ici aussi, avec 60% des jeunes qui sont au chômage, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la violence. Et donc pour régler ce problème véritablement, il faut régler ce problème de violence qui est la première violence sociale que l'on subit, ce problème de chômage, c'est la première violence que l'on subit, 6 jeunes sur 10 qui sont au chômage. Et donc nous exigeons 10 000 emplois. 10 000 emplois, pourquoi ? Parce que c'est à peu près le nombre de jeunes qui sont au chômage actuellement en Guadeloupe. Mais aussi, nous avons regardé un peu les chiffres des subventions et des aides qui sont allouées au gros patronat en Guadeloupe. Ça monte à environ 200 millions d'euros. Avec 190 millions d'euros, on pourrait embaucher ces 10 000 jeunes tout de suite. Donc l'argent est là, il y a du travail quand vous voyez les employés et ce qu'il faudrait faire pour que cette société tourne un peu mieux au niveau des transports, au niveau de l'eau, il y a beaucoup de choses à faire et donc des jeunes à embaucher. Et donc l'argent est là, donc c'est pour ça que nous exigeons ces 10 000 emplois. Donc nous allons mener d'autres actions, nous avons déjà fait un premier rassemblement devant la sous-préfecture. Nous allons mener d'autres actions, toujours sur cet objectif, en répétant à la population que la violence ne pourra que s'arrêter quand on réglera ce problème de chômage massif chez les jeunes en Guadeloupe. Quelques mots sur cette proposition, 10 000 emplois en utilisant les subventions qui sont allouées aux entreprises. Pour créer quelle activité? Puisque pour qu'il y ait emploi, il faut qu'il y ait activité. L'activité, encore une fois, moi je pense qu'elle est là. On a un gros problème de transport en Guadeloupe. Il faudra embaucher plus de jeunes pour conduire ces bus. On a un gros problème d'eau en Guadeloupe. Il faudra embaucher des jeunes pour justement réparer en partie le réseau d'eau. On a un gros problème en Guadeloupe sur la formation. Il faudra embaucher plus de jeunes pour justement qu'il y ait moins de jeunes qui quittent le système scolaire, qui soient mieux encadrés au niveau de l'école. Voilà, l'emploi il est là. Plus je ne parle pas des employés qui sont en surmenage, qui sont en burn-out dans les entreprises ou dans les services où on passe des journées à faire la queue, où il faudra embaucher des jeunes. Les emplois ils sont là. Et l'argent, il est là, sauf que, bien évidemment, le gros patronat préfère le mettre dans sa poche plutôt que d'embaucher. Et donc, nous disons qu'il faudra se mobiliser pour justement agir pour régler ce problème du chômage. Merci beaucoup, Raphaël Cessé. Je rappelle que vous êtes du Journal Rebelle. On a parlé des combats de rebelles, mais on a surtout parlé de cette affaire Marvin, appelée à nouveau devant le tribunal, et cette fois de Pointe-à-Pitre. Ce sera demain matin. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Dans un instant, nous parlerons de la 7e édition de Caribule, le festival caribéen de la BD, du manga et de l'album de jeunesse de Guadeloupe. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Et pour commencer, direction Cuba. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Diego Pechey reverra-t-il un jour son fils, âgé aujourd'hui de 2 ans et demi? La mère franco-cubaine du petit Luis Mauro, né à Montpellier en janvier 2014, a quitté la France avec l'enfant pour la Havane en avril dernier via l'Espagne, sans laisser d'adresse. Le papa est un chef d'entreprise montpelliérain de 27 ans à la double nationalité franco-colombienne. Le couple s'est rapidement séparé. 6 mois après la naissance du bébé, à la demande des parents, une résidence alternée est mise en place par le juge des affaires familiales. Mais en novembre 2014, la maman n'est plus d'accord. Sur les conseils d'un pédopsychiatre, elle estime que la situation est perturbatrice pour l'enfant. Chacun réclame la garde du bébé, craignant que l'autre n'enlève ce dernier dans son pays d'origine. Le 21 juillet 2015, la justice tranche en faveur de la mère. Diego obtient un droit de visite et d'hébergement classique. Oui, mais voilà, aucun droit de visite n'a été respecté. La mère s'est enfuie à Cuba avec le bébé.
Bien que la maman soit condamnée à 8 mois de prison ferme en correctionnel depuis le 7 septembre pour non-présentation d'enfants, la loi ne prévoit pas d'assortir ce type de décision d'un mandat d'arrêt. Ces jugements ne pourront donc pas faire revenir son fils de Cuba. Bien que les dernières bourrasques de Matthew aient été dissipées depuis des semaines, l'impact du passage de l'ouragan sur l'archipel se fait encore sentir. La Royal Caribbean Adventure vient d'annoncer avoir modifié ses dessertes maritimes. Dans un simple mail envoyé aux partenaires bahaméens, la compagnie de croisière informe que les importants dommages causés par l'ouragan Matthew à Freeport et dans le process de traitement des navires et de leur équipement provoquent des retards trop importants pour maintenir l'archipel des Bahamas dans leur plan d'affaires. D'ailleurs, plusieurs cargos qui transportaient des matières premières essentielles ont dû être contraints de contourner Freeport et de décharger sur d'autres ports caribéens. À ce jour, plusieurs containers n'ont toujours pas été réacheminés. L'accord de Paris sur le changement climatique est entré en vigueur le dimanche 6, 30 jours après que le minimum de 55 États requis, représentant 55% des émissions totales de gaz à effet de serre mondiales, a ratifié la convention. L'objectif central de l'accord est de stabiliser la hausse des températures au cours de ce siècle, bien en dessous de 2 degrés Celsius, et d'essayer de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degrés Celsius. Les pays vont initier la mise en œuvre de l'accord de Paris à l'occasion de la COP22 qui se tient à Marrakech, au Maroc, du 7 au 18 novembre. Le secrétariat de la CARICOM sera présent, accompagné de plusieurs États membres de la CARICOM pour cette réunion. Nous retournons en Guadeloupe, mais nous restons dans l'environnement caribéen. C'est l'événement très attendu des amateurs du 9e art en Guadeloupe. Caribule ouvrira ses portes mercredi à la médiathèque Paul Mado de Bémao. Rendez-vous tout d'abord pour les scolaires avant d'accueillir le grand public à partir de vendredi. Ce rendez-vous est devenu incontournable. Le festival caribéen de la bande dessinée, du manga et de l'album de jeunesse en Guadeloupe accueille comme chaque année des auteurs locaux, mais également des invités, parmi lesquels l'auteur de BD Sylvain Savoya. Les responsables du festival Caribule invitaient la presse pour la présentation de l'événement ce matin. Reportage Joël Saint-Célie. Godard, Savoya et Van Zeveren, vitrine de Caribule 2016. 3 auteurs venus parler de bande dessinée. Ils ont alors évoqué beaucoup de sujets, comme l'école, les enfants, l'économie ou encore les nouvelles technologies. Car la BD peut ratisser large, mais reste malgré tout un domaine qui mérite encore d'être plus connu en Guadeloupe. C'est vrai que c'est peut-être encore un genre qui est peut-être encore un peu méconnu, mais justement c'est aussi l'objectif du festival, c'est de montrer qu'on invite de bons auteurs, qu'il y a aussi de bons auteurs en Guadeloupe toutes les animations sont gratuites sur le festival, donc on encourage vraiment le tout public à venir pour découvrir des univers d'auteurs, pour découvrir des livres, pour échanger avec les auteurs qui seront présents, pour faire dédicacer un livre. La BD, le 9e art, dit-on, un vrai style littéraire qui peut traiter tous les sujets. C'est le cas de la BD documentaire développée par Sylvain Savoya, un auteur confirmé, collaborateur du magazine Spirou depuis plusieurs années. Il vient à Caribule avec dans ses bagages Les esclaves oubliés de Tromelin, le récit illustré de faits historiques relatant le naufrage d'un bateau de la Compagnie des Indes sur une île de l'océan Indien. La bande dessinée est devenue un média qui a une variété absolument incroyable et on peut s'attaquer à tous les sujets, de toutes les formes possibles aussi. C'est aussi ce que j'aime faire, justement, être sur plusieurs univers différents, avec des dessins différents, avec un ton différent, qui me permet aussi bien de toucher des enfants par l'intermédiaire du journal de Spirou que un public très adulte avec ce qu'on appelle les romans graphiques maintenant. À la croisée de l'écriture littéraire et de l'écriture graphique, la BD, on peut le dire, se porte bien et connaît toujours beaucoup d'adeptes malgré la concurrence du livre virtuel. Il n'y a pas une concurrence possible pour l'instant parce qu'effectivement tout ce qui est mis de manière numérique sur Internet n'est pas adapté au format numérique pour l'instant et qu'il y a une vraie réflexion à avoir pour le faire fonctionner, notamment une réflexion économique parce que pour l'instant c'est pas viable de l'exploiter de cette manière-là. Donc le livre a encore de beaux jours devant lui, heureusement. Les nouvelles technologies, même pas peur. Et encore mieux, la BD aujourd'hui s'enrichit grâce à l'apport des technologies modernes. Une tendance qui sera illustrée grandeur nature lors de Caribule, avec notamment des ateliers numériques consacrés au dessin avec tablette. Alors si vous aimez les histoires, le graphisme et
Et les nouvelles technologies, pourquoi pas? Caribule, c'est peut-être pour vous. À noter que la marraine de l'événement sera cette année l'auteur et journaliste Rokhaya Diallo. La 7e édition de Miss India Guadeloupe se déroulera à la fin de ce mois dans la commune de Moule. Une, ou plutôt des élections auxquelles plusieurs candidates se préparent depuis plusieurs semaines. Il s'agit en effet d'élire les représentants de la beauté, mais également de la culture indienne. Et les choses ne s'improvisent pas. Hier soir encore, elles étaient sur la scène de la salle Robert Loison pour une énième répétition. Reportage Muriel Barlagne. Démarche, position des bras et de la tête, occupation de l'espace, rien ne sera laissé au hasard le jour J. L'élection de Miss India Guadeloupe se prépare activement depuis plusieurs semaines. Elle se tiendra à la salle Robert Loison au Moule où a lieu cette répétition. Les candidates sont invitées à y prendre leur repère. C'est l'un des nombreux volets de leur préparation. Durant le programme de répétition, les candidates passent par plusieurs ateliers, dont savoir draper un sari, qui est très important. Il y a aussi un atelier yoga, donc savoir avoir une certaine aisance, une certaine respiration pour avoir une confiance en soi. Nous avons également des cours d'anglais, des cours de hindi, qui est la langue parlée en Inde. Nous avons plein d'autres ateliers comme le henné aussi. Il faut savoir que les femmes en Inde, elles appliquent du henné sur leurs mains pour différentes occasions, comme les mariages, les baptêmes, dans les grandes occasions. Donc elles ont tout un programme bien défini avec différents ateliers qui leur permettent justement de connaître plus sur la culture indienne. Aux commandes, Raïssa et Jérôme Nagapin, tous deux membres de l'association Shakti qui défend la culture indienne dans le département. Il y a 7 ans, elle a été sollicitée par l'organisateur de Miss India USA, l'India Festival Committee, pour mettre en place Miss India Guadeloupe et Miss India Martinique. Le concours qui cherche à mettre en valeur l'identité indienne à travers le monde n'est pourtant pas communautaire et cette année, il s'ouvre à un plus large public. 2 nouvelles catégories sont proposées. Miss Teen India s'adresse aux moins de 16 ans et Mrs India aux femmes mariées ayant eu des enfants ou étant âgées de plus de 28 ans. Ainsi, Nelly Golapkan, 34 ans et maman, peut tenter sa chance au même titre que Audrey Nisus, 27 ans, ou Laure Merrill, 15 ans. Participer à l'élection déjà me tient à cœur puisque c'est représenter la femme indienne dans son élégance, sa douceur et sa force. Donc, je suis issue d'une famille indienne et cette année, cette élection, je la dédie à ma grand-mère que j'ai perdue récemment. Elle était très contente que je participe à cette élection parce que ça représente sa culture, la sienne, ou dans celle dans laquelle elle a grandi. Et je serais vraiment fière de pouvoir remporter cette élection pour sa mémoire. Aussi, j'ai des origines indiennes et ça me tient à cœur, surtout pour mon grand-père qui est indien. Et je souhaite aussi promouvoir la culture indienne qui me tient à cœur depuis très petite. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je fais de la danse. Et depuis toute petite, j'ai une passion pour cela. Les candidates auront 4 passages pour faire la différence, tous aussi importants les uns que les autres. Prestations artistiques individuelles, tenues de soirée, tenues indiennes, mais aussi culture générale. D'où l'importance d'ateliers sur l'histoire et les langues indiennes, sans oublier de travailler l'élocution et la confiance en soi. On veut des candidates qui soient naturelles avant tout, donc pas de superflu, pas d'artificiel. On veut des candidates naturelles et qui aient confiance en soi, de façon que si elles sont devant une caméra comme moi-même aujourd'hui, elles puissent pouvoir répondre spontanément. L'un des enjeux de ce concours, briller à l'international, car Miss India Guadeloupe et Mrs India Guadeloupe partiront défendre les couleurs de l'archipel à Miss India Worldwide et Mrs India Worldwide en 2017. Ce sont les habitants de Capesterre-Belle-Eau et des communes d'Essaintes qui seront privés d'eau potable entre 22h ce soir et 6h demain matin. Ceux de l'est du Gosier de Goyave n'auront pas d'eau au robinet demain soir. Il s'agit des délestages programmés par le SIAC sur son réseau du fait des travaux en cours à l'usine de Des-Hauteurs. Un point sur la météo, sachez que l'archipel de Guadeloupe est de nouveau placé en vigilance météorologique de niveau jaune
pour fortes pluies et orages. Selon le communiqué de la préfecture, une masse nuageuse instable s'approche de nos îles. Les premières averses de bonne intensité devraient nous toucher dès cette nuit et pourront prendre un caractère orageux. Demain mercredi, les choses ne devraient pas s'arranger et les pluies et orages risquent de se généraliser et pourraient engendrer des cumuls importants en peu de temps. Le vent sera d'est à sud-est et pourra souffler en rafale près des averses jusqu'à 60 km par heure. Restez donc vigilants. Côté qualité de l'air, nous serons dans le vert, nous annonce Guader avec un indice Atmo de 3 pour demain. Je vous souhaite de passer une bonne soirée sur Alizé Télévision. L'équipe de ce journal vous donne rendez-vous demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.